d'État du président de la République dans le district des Savanes. Le président Alassane Ouattara est arrivé tout à l'heure à Korogo. Il est accompagné des membres du gouvernement. Un conseil des ministres est prévu cet après-midi. Quelle stratégie pour le développement véritable de l'anacarde en Côte d'Ivoire? Un atelier axé sur la transformation s'est tenu hier. Et puis l'Égypte dans la tourmente, les manifestations anti-Morsi se multiplient. La rue demande le départ du président. L'armée semble ne plus le soutenir, mais Mohamed Morsi joue la résistance. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Le président Alassane Ouattara est arrivé à 12h45 à Korogo. Il sera dans le district jusqu'au lundi prochain. Le chef de l'État est parti d'Abidjan à 11h, accompagné de son épouse. Les membres du gouvernement l'attendent à Korogo, où doit se tenir cet après-midi même un conseil des ministres décentralisé. Voilà, je vous le disais à l'instant, le président de la République est arrivé à Korogo à 12h45. Il a été accueilli à son arrivée par les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et aussi les autorités politiques, traditionnelles et religieuses de la région des Savanes. Le président de la République a pu aussi saluer les responsables des autorités de communication publique qui ont déployé une grande armada pour la retransmission de tout ce qui va se passer dans le district des Savanes. La visite du président de la République dans le district des Savanes va le conduire à Sinématiali, où les populations fondent de grands espoirs dans la visite du président. Leurs attentes dans cet élément que nous proposent Ami Sissoko et Patricia Omo. Mobilisation totale dans le district des Savanes pour l'accueil du président Alassane Ouattara. Les préparatifs vont bon train à Sinématiali et les populations attendent avec impatience leur fils. Le comité local a fait le travail qu'il faut. Nous-mêmes, nous sommes présents sur le terrain pour mettre la main à la pâte pour la mobilisation. Et je pense que nous sommes fin prêts à recevoir le chef de l'État à Sinématiali. Je voudrais, au nom de tous mes aînés, inviter donc les populations de la région à sortir nombreuses pour que ensemble nous accueillions le chef de l'État comme il le souhaite. La jeunesse de Sinématiali est totalement impliquée dans la réussite de cet événement historique. Concernant l'arrivée du président, la jeunesse est mobilisée depuis un certain temps. Alors, chaque 2 jours, on fait des réunions, on s'appelle, souvent chez le président de la jeunesse, on s'en va, on fait des petits points concernant l'accueil du président. Les femmes ne sont pas restées en marge. La cuisine, en tout cas, on est prêt pour ça. Le préfet nous a appelé puisqu'il nous a demandé vraiment, mesdames, on veut que vous faites la cuisine. En tout cas, nous, on est prêt pour tout ça. C'est le 6 juillet prochain que Sinématiali accueillera le président Alassane Ouattara. Et le président de la République doit se rendre à Kong le vendredi prochain. Déjà, les populations sont mobilisées pour lui réserver un accueil digne de son rang. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a pu le constater hier, comme nous le disent Ami Sissoko et Kwadio Kwame. Visite du président de la République dans le district des Savanes. À Kong, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est venu apporter sa touche à la mobilisation des populations, aux côtés du ministre chargé des Affaires présidentielles et maire de Kong. Guillaume Soro est venu s'informer des dispositions prises pour un meilleur accueil au président de la République. Je pense que c'est important que les cadres, n'est-ce pas, de la région puissent se retrouver pour voir quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour faire en sorte que la visite d'État du président se déroule dans les meilleures conditions. Même si la ville est toujours en chantier, tout sera mis en œuvre pour recevoir le président Alassane Ouattara, selon le maire de la localité. Il est vrai que tous les chantiers en cours ne pourraient pas être terminés d'ici la visite,
ben, nous avons bon espoir que l'essentiel, ou plutôt qu'un minimum soit fait avant la visite. La population, quant à elle, affirme que la mobilisation sera totale. Ça nous va droit au cœur. Vraiment, on prie Dieu que vraiment ça se passe dans de bonnes conditions. Ceux qui viennent ici chez nous, vraiment qui viennent en bonne santé. Au niveau des femmes, on est en train de faire de la sensibilisation afin qu'elles soient regroupées pour qu'il y ait l'unité et l'entente pour l'arrivée du président de la République. C'est le vendredi 5 juillet que le président sera à Kong où il prendra part à la prière dans cette grande mosquée vieille de plus de 3 siècles. Le district des Savanes est placé sous haute surveillance. FRC, gendarmes et policiers sont mobilisés pour sécuriser les régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo. À cet effet, nous écoutons les précisions du général de corps des armées, Soumaïla Bakayoko. C'est avec force que nous allons affirmer que nous sommes fin prêts pour sécuriser entièrement la visite du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous sommes ici à la 4e région militaire, mais également qui est le PC principal de l'opération de sécurisation que nous avons montée. Il s'agit de l'opération Fotamana. Évidemment, cette sécurisation va se faire avec l'ensemble des forces. Comme vous pouvez le constater, je suis entouré par le commandant supérieur de la gendarmerie, puisque les gendarmes sont engagés pour cette sécurisation, également par monsieur l'inspecteur général, le directeur général de la police nationale. C'est pour vous dire que les policiers également font partie de la sécurisation de cette visite du chef de l'État. Les dispositifs... Voilà, tout est prêt donc dans le district des Savanes pour assurer un plein succès à la visite d'État du président de la République. Avant son départ pour Korogo, le président Alassane Ouattara a accordé une série d'audiences hier. Il a reçu tour à tour le ministre britannique des Affaires africaines, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le premier ministre malien. Le point avec Jérôme Kofi Abola. Plusieurs audiences au palais présidentiel ce lundi 1er juillet 2013. C'est le Premier ministre malien, porteur de message au président Alassane Ouattara, qui le premier a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Au centre des entretiens, il a été notamment question de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet 2013 au Mali. J'étais venu porter un message du président Dioncounda Traoré au président Alassane Ouattara, qui est, comme vous le savez, président en exercice de la CEDEAO. Le président Dioncounda Traoré a demandé de venir faire le point sur la situation intérieure au Mali et surtout sur l'état d'avancement de l'accomplissement des missions dévolues aux autorités de la transition, à savoir la restauration de l'intégrité territoriale du Mali et l'organisation des élections. Et nous avons parlé précisément de l'élection présidentielle qui aura lieu, dont le premier tour est prévu pour le 28 juillet prochain. Le président en exercice de la CEDEAO nous a donné des conseils pour la bonne tenue de cette élection. À la suite du Premier ministre malien, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, le diplomate japonais est venu exprimer la gratitude des autorités japonaises au président Alassane Ouattara suite à sa visite et sa participation au 5e TICAD au Japon. Je suis venu ici d'abord pour remercier à Monsieur le Président sa visite au Japon qui a été effectuée au début de ce mois de juin pour participer à une conférence de TICAD, conférence de Tokyo pour le développement africain. Et j'ai remercié également à M. le Président de son intervention très effective pour le succès de cette conférence qui est très importante pour l'avenir de la coopération économique entre le Japon et l'Afrique dans son ensemble, surtout entre le Japon et la Côte d'Ivoire.
La troisième et dernière personnalité reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, se nomme Mark Simons. Monsieur Mark Simons, ministre britannique des Affaires africaines, lui et le chef de l'État ont non seulement parlé de paix dans la sous-région, mais aussi de relations entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Nous avons discuté comment la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne peuvent se rapprocher encore plus, travailler ensemble, comment nous pouvons renforcer nos liens économiques pour le bien-être, pour le bénéfice de la Côte d'Ivoire et de la Grande-Bretagne. Et nous avons parlé du rôle positif et significatif que le président a joué au Mali et faire une contribution régionale pour la cause de la paix. Une première en Côte d'Ivoire. Des officiers chargés de la gestion du carburant de l'armée ont été formés sur place pour une meilleure gestion de leur stock. La formation a été sanctionnée par une remise de diplôme suivie pour nous par Serge Gangomin et Herman Niamia. Rendre plus dynamique la gestion du carburant de l'armée ivoirienne, c'est désormais la mission de ces 13 officiers. Ils ont reçu à cet effet une formation durant 6 mois dans une grande école d'Abidjan, et cela dans le cadre du partenariat public-privé, un renforcement des capacités sur place qui permet à l'État de faire des économies. Nous aimerions attirer l'attention de nos partenaires du privé et de pouvoir contribuer à la formation sur le terrain, ici en Côte d'Ivoire, ce qui d'ailleurs permet de réduire les coûts et aussi d'être proche, n'est-ce pas, des besoins. Parce que vous voyez que cette formation s'est faite de façon alternée, ce qui est également une nouveauté. Dans la matinée, les stagiaires étaient à leur lieu de travail et l'après-midi, ils allaient au cours. Les autorités militaires en charge de la gestion du carburant de l'armée et du camp de la gendarmerie d'Agban saluent l'initiative du ministère de la Défense qui, en plus de cette formation, a également renforcé les moyens opérationnels du service du carburant avec de nouveaux camions citernes. Chacun des officiers a reçu un diplôme de fin de formation et les partenaires ont quant à eux reçu des présents pour leur contribution à la réussite de la formation. Et je vous propose de rester avec Herman Niamien qui nous donne des détails sur la formation des officiers de police des stupéfiants. Ces derniers sont outillés sur les procédures pénales en matière de drogue. Trafic de drogue et des stupéfiants, le phénomène préoccupe le gouvernement ivoirien. Autrefois simple pays de transit, la Côte d'Ivoire est devenue, à la faveur des différentes crises, un pays de consommation de drogue. D'importantes quantités de drogue ainsi que des actes criminels liés à leur usage sont enregistrés constamment par les services en charge de la lutte contre la drogue. Selon le comité interministériel de lutte anti-drogue, en moyenne, 4000 kg de cannabis, 10 kg de cocaïne et un peu plus de 5 kg d'héroïne sont saisis par an. Les auteurs, c'est-à-dire les narcotrafiquants, eux s'en sortent souvent des griffes de la justice, faute de bonnes procédures pénales. Cette formation des officiers de police des stupéfiants a donc pour objectif de leur donner les rudiments nécessaires pour une répression efficace et efficiente du trafic de drogue. Quelqu'un qui est habillé en manche longue et dans votre procédure, vous ne précisez pas cela, il va en détention provisoire, il a le temps de couper ses manches et le jour du procès, il vous dit, mais on dit que j'ai caché la drogue dans la manche de mon habit et vous me voyez, je suis habillé en débardeur. Donc vous voyez un peu les détails, l'importance des détails en matière de procédure concernant la drogue. Les procès verbaux de saisine, de surveillance et d'interpellation, d'avis à magistrat, de garde à vue, d'audition et enfin de perquisition sont autant de thématiques qui seront abordées au cours de ces 5 jours de formation. Les artisans exerçant dans les domaines du textile et de l'habillement sont désormais unis au sein d'une fédération. Leur structure a lancé ses activités en fin de semaine dernière sous le regard de Léon Brou. Faiseurs de mode, de vêtements professionnels et uniformes, de tissus artisanaux et traditionnels, de peau et cuir, bref, la filière du textile, de l'habillement et des accessoires de mode, c'est environ 11 domaines d'activité pour plus de 50 000 emplois formels et informels marqués par des difficultés. Déguerpissement intempestif pour occupation d'espaces non conventionnels, accès au financement, formation par exemple. À ces problèmes, la Fédération ivoirienne du textile, de l'habillement et des accessoires de mode, en abrégé FITA, va apporter ses solutions.
Il faut pouvoir identifier les acteurs. On sait qu'il y a des couturiers, il y a des stylistes, il y a des modélistes, il y a des entreprises même qui travaillent dans l'ameublement. Mais on ne sait pas qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font, leur chiffre d'affaires. Dans ce secteur-là, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le tas, qui apprennent sur le tas et qui ne passent pas par des formations professionnelles et qui ont besoin donc de formations qualifiantes. Mieux, l'APITA se propose d'être l'interlocuteur entre les utilisateurs des produits du coton et les industriels d'une part, et de l'autre, entre les artisans et l'État. Ici, il s'agira surtout de mener des plaidoyers pour la promotion de la filière à travers l'exonération des taxes, le soutien aux investissements, l'encadrement des producteurs de coton. Les résultats du BEPC sont connus depuis hier après-midi. Le taux de réussite au plan national est de 40,17%. Des résultats en nette hausse comparés à ceux de l'année dernière qui étaient de 17,14%. Cette progression s'explique, selon la DECO, la Direction des examens et concours, par l'harmonisation des coefficients, la mobilisation des acteurs, la lutte contre la fraude et les innovations technologiques. Hier, le Premier ministre a assisté à l'inauguration des nouvelles installations de la centrale électrique Agreco. La centrale thermique britannique fournit pour l'heure de l'électricité à hauteur de 70 MW à la Côte d'Ivoire. Avec ces nouvelles installations, cette fourniture devrait passer à 110 MW. Les explications d'Alexis Ouedraogo. Soirée du mercredi 15 mai 2013, capitale économique ivoirienne Abidjan. Une coupure générale d'électricité plonge les populations dans l'angoisse. À la base de cet incident, un défaut sur l'un des postes de transit électrique. Pour circonscrire le mal, tous les groupes de production d'électricité sont déclenchés, parmi eux la centrale thermique d'Agreco. Au lendemain de l'incident, le gouvernement entreprend plusieurs actions pour que plus jamais les populations ne vivent pareille situation. Une convention d'exploitation de la centrale thermique d'Agreco voit le jour. Objectif, renforcer la capacité de production et de fourniture d'électricité aux populations. Les nouvelles dispositions prévoient dès le mois de juillet le maintien de la location des 70 MW existants et l'installation de 30 MW supplémentaires. La capacité contractuelle d'Agreco passe à 100 MW. Aujourd'hui, nous inaugurons une centrale de 100 MW qui est raccordée au réseau ivoirien via une nouvelle sous-station de 225 kV. Cette centrale de 100 MW constitue une étape importante dans la satisfaction d'une demande en électricité croissante, facteur de développement. Une réalisation saluée ce lundi par le chef du gouvernement ivoirien. Le supplément de puissance installée, portant de 100 à 200 MW, vient donc s'ajouter à plusieurs autres projets dans le domaine de la production d'énergie électrique. Aucune localité ivoirienne de plus de 500 habitants ne devra rester sans accès à l'électricité dans le cadre d'un programme ambitieux d'électrification rurale. L'électricité produite par Agreco sera facturée à 18,5 francs CFA par kilowatt à l'État, contre 20 francs CFA par kilowatt précédemment, un bénéfice de 2,5 milliards de francs CFA pour l'État de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a produit 450 000 tonnes de noix de cajou en 2012, mais seulement 5% de cette production ont été transformées sur place. C'est un véritable manque à gagner économique et aussi social que veut corriger le gouvernement. Un atelier s'est donc tenu et Noël Niagno nous en parle. Le cajou, sa production en Côte d'Ivoire a connu un essor spectaculaire ces 10 dernières années. De 185 000 tonnes en 2005, cette production est passée à 450 000 tonnes en 2012. Conséquence, la Côte d'Ivoire pèse pour 20% de l'offre mondiale de noix de cajou. Seulement voilà, cette production en forte croissance est confrontée à une contrainte majeure. Nous envoyons nos produits dans deux pays, l'Inde et le Vietnam. Ces deux pays aussi sont des pays qui produisent la noix de cajou, mieux même qui subventionnent, qui encouragent les paysans à faire la noix de cajou. Et quand les capacités de transformation vont correspondre à leur production, ils n'auront pas besoin de l'anacarde de Côte d'Ivoire. Alors il faut absolument transformer. La transformation de cette matière première, le cajou, est une nécessité, une urgence pour la Côte d'Ivoire. Les raisons, elles sont d'ordre économique et social. Le prix de l'anacarde de Borchamp est autour de 200-300 francs CFA le kilo.
et le prix du produit fini, l'amande, c'est pratiquement 3 000 à 4 000 francs. Vous voyez la différence. Donc c'est plusieurs milliards qui sont ainsi transférés à l'extérieur en tant que manque à gagner. Et puis il y a l'enjeu social qui est aussi extrêmement important. 1000 tonnes de transformés au niveau de l'anacarde, c'est 300 emplois. Donc si on transforme un taux nettement plus élevé, nous allons créer au niveau du pays plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Le ministère de l'Industrie a décidé de prendre les taureaux par les cornes pour apporter à sa transformation une réponse à la dimension des enjeux de la Côte d'Ivoire. Devenir un pays émergent à l'horizon 2020, un atelier est consacré à la question. Il a mobilisé producteurs, transformateurs, exportateurs, partenaires au développement, la Banque mondiale, son démembrement, la Société financière internationale, autour de la question de la stratégie pour le développement de la transformation de l'anacarde. Parmi les invités à cette rencontre, l'Office de la propriété intellectuelle, et pour cause. Il s'agit de faire coïncider la demande avec l'ingéniosité de nos inventeurs. En d'autres termes, il s'agit de solliciter nos inventeurs sur des thématiques précises. Par exemple, nous voulons transformer l'anacarde, on peut solliciter nos inventeurs pour puiser dans la documentation technique existante pour mettre au point des machines adaptées. 4 thèmes ont permis de mettre à nu le terrain afin de mieux semer les grains sélectionnés d'une vraie politique de transformation avec comme champ d'expérimentation les commissions, cadres d'approfondissement de l'ensemble des approches et préparer ainsi avec rigueur la communication en conseil du gouvernement et le forum prévu pour 2 ans prochains. Rendons-nous à présent à Gros-Bonou, c'est à Gabiadji, dans le département de San Pedro. Léon Brou nous y conduit pour nous faire part des ambitions de la coopérative agricole de Gros-Bonou. La structure vise les 1500 tonnes de cacao pour la campagne à venir. Campagne agricole 2012-2013 à Gros-Bonou-Dan, sous-préfecture de Gabiadji, département de San Pedro. La coopérative agricole, en abrégé Coopagro, vend 887 tonnes de cacao et fait un excédent de 67 millions de francs CFA. Avec ce bénéfice, sont réalisés des projets sociaux et économiques, réhabilitation d'écoles, acquisition de camions de ramassage de produits, par exemple. Pour les dirigeants de la Coopagro, les besoins en matière d'amélioration des conditions de vie des coopérateurs et leurs familles sont encore nombreux. Il faut donc améliorer les dividendes. Il se fixe pour la campagne agricole prochaine de commercialiser 1500 tonnes de cacao. Cet objectif, soutiennent les responsables de la coopérative, est tenable si les paysans manifestent leur fidélité à la Coopagro. Président du conseil d'administration et gérant de la structure sensibilise alors contre l'infidélité des coopérateurs qui consiste à vendre leurs récoltes à d'autres acheteurs. Ils ont le soutien du sous-préfet central de San Pedro, Zézé Bertin. Les leaders des organisations de jeunesse sont en formation. Objectif, améliorer leur gouvernance interne et les aider à se projeter dans des actions de développement et aussi de changement positif. Maïsako. Le camp de formation se situe dans le cadre du programme d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse. Selon les organisateurs, il vise à développer chez les participants le sens de la responsabilité et de la prise d'initiative à travers des actions citoyennes portant sur des sujets d'intérêt national tels que la réconciliation, la bonne gouvernance, l'état de droit, les questions de genre et de développement durable. Selon le représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ce camp vient à point nommé pour améliorer le profil des jeunes leaders. Le souhait de Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs est que la formation dont bénéficieront les participants durant les travaux du séminaire aboutisse à l'amélioration du profil des leaders des organisations de jeunesse pour l'émergence d'une jeunesse ivoirienne responsable. Ce camp réunit 150 jeunes leaders issus des organisations de jeunesse communales du district d'Abidjan, des services socioculturels des mairies, ainsi que des réseaux d'organisations de jeunesse. Il prend fin le 5 juillet prochain. L'Association des anciens de Grande-Bretagne, c'est un réseau d'Ivoiriens ayant vécu bien évidemment en Grande-Bretagne. Ces hommes et femmes veulent contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à travers la promotion de la coopération ivoiro-britannique. Fatou Fofana nous en dit plus.
Apprendre le parler de l'anglais aux jeunes, favoriser l'obtention de bourses d'études vers la Grande-Bretagne et redynamiser les relations ivoiro-britanniques, ce sont entre autres les chantiers auxquels l'Association des anciens de Grande-Bretagne résidant en Côte d'Ivoire a décidé de s'attaquer. Ce sera d'organiser très rapidement une rencontre ivoiro-britannique ici en Côte d'Ivoire où des entreprises britanniques viendront pour rencontrer en fait leurs correspondants ivoiriennes, pour discuter d'opportunités de partenariat. C'est des opportunités qui peuvent permettre en fait à ces entreprises-là de s'implanter ici ou de nouer des partenariats afin de créer des emplois pour la jeunesse. Le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne pour l'Afrique, Mark Simons, présent à cette rencontre ivoiro-britannique, a assuré du soutien de son pays dans plusieurs domaines, notamment la santé et l'éducation. Forte de ce soutien, l'Association des anciens de Grande-Bretagne résidant en Côte d'Ivoire veut au plus vite créer un réseau de contacts et de compétences pour des échanges et des partenariats entre membres et au-delà. En bref, servir de pont entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. Le volet culturel n'est pas oublié dans cette coopération. Et nous le disions dans les titres, l'Égypte est dans la tourmente. La crise politique s'aggrave dans le pays. 6 ministres, dont celui des Affaires étrangères, ont démissionné. Hier soir, le président Morsi a rejeté l'ultimatum de l'armée. Les militaires ont en effet donné 48 heures au président issu des urnes pour donner satisfaction aux revendications du peuple. Cependant, l'armée assure qu'elle n'a pas l'intention de prendre les rênes du pouvoir. Et puis on en revient à l'information majeure ici en Côte d'Ivoire, la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. Le président Alassane Ouattara est arrivé tout à l'heure aux environs de 12h45 à Korogo, où il entame sa visite. Un conseil des ministres décentralisé est prévu cet après-midi dans les locaux de la préfecture de Korogo. Et je vous invite à présent à écouter le président de la République à sa descente d'avion à Korogo. Donc je vais expliquer aux populations, aux parents, à tous les Ivoiriens que le gouvernement est au travail, les institutions sont au travail et que nous pouvons être fiers de ce que la Côte d'Ivoire a relevé. En tout cas, c'est ce que j'entends partout. J'aimerais leur dire que les voyages sont une opportunité de faire mieux connaître le pays, de faire comprendre que les choses ont changé, que la Côte d'Ivoire est en mouvement et que bientôt nous serons un pays moderne, un pays émergent. Donc je suis heureux d'être chez moi. Et voilà, c'est sur ces propos du président de la République que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI.